on va évoquer ces Français déclassés qui perdent chaque jour en pouvoir d'achat et qui doivent travailler non pas pour vivre, mais pour survivre. Évidemment, tout ça à la lumière de la crise au Moyen-Orient et de la hausse des prix du carburant et de l'énergie, parce qu'on parle beaucoup du pétrole, du carburant. Il y a aussi le prix du gaz. La facture a augmenté au 1er mai. On va regarder un extrait du long format que nous allons diffuser ce soir à 21h, dans lequel on va suivre Christian, qui est chauffeur de poids lourd, qui exprime ce sentiment de n'être rien. On entendra aussi Alexandre Jardin, qui, vous savez, lui a pris la tête de ce qu'il appelle les gueux, ces laissés pour compte de la société française. Christian, l'un des chauffeurs de l'entreprise, est lui aussi complètement désabusé. Non, c'est la galère. C'est la grosse galère. Mais bon, de toute façon, qu'est-ce qu'on est, nous? On a beau dire ce qu'on veut. Eux, ils s'engraissent là-haut, et puis nous, on crève la dalle. C'est du foutage de gueule, tout simplement. Et je sais pas quand, mais ça va péter, je pense. Ça va pas durer des années comme ça. Pour cet homme qui vit à 50 km d'ici, venir travailler ne vaut pratiquement plus le coup. Je fais mon plein pour pouvoir venir travailler, pour pouvoir refaire mon plein en ce moment. Ça me coûte 2 fois plus qu'avant. En fait, déjà, il faut penser que moi, je coûte de l'argent à mon patron pour qu'il m'envoie travailler. Et ça me coûte de l'argent pour que je vienne travailler. Il n'y a rien qui va là dans l'histoire. La crise du carburant au quotidien, pour les gens, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aller travailler, tout à coup, n'est plus rentable pour pas mal de métiers. Ça veut dire qu'on entre dans un système de perte de sens. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé sur les routes nationales dans le département de l'Aude. C'est que sur les nationales, les gens roulent plutôt à 60. Ça veut dire la misère. Ça veut dire qu'on compte chaque litre. On n'a plus besoin de mettre des radars. On garde l'argent pour pouvoir venir au boulot. Ce qui n'est pas très logique en soi. Parce que normalement on travaille pour pouvoir se faire un peu plaisir, de temps en temps, pouvoir partir en vacances. On n'y pense plus à ça. Vous imaginez qu'à plus de 2 € le plein, moi ma voiture me coûte plus cher que mon loyer. Voilà pour ces témoignages de Christian. On entendait aussi Alexandre Jardin. Éric Nolot, on a l'impression qu'il y a une déconnexion totale entre ceux qui nous gouvernent et le peuple réel, en fait. Le peuple qui ne s'en sort pas. Oui, parce que on met le projecteur à juste titre sur le chômage et ses conséquences, mais on s'aperçoit qu'il y a des tas de travailleurs qui sont presque moins bien lotis encore que les chômeurs. Il y a des gens qui ont un travail tout à fait régulier et qui dorment dans leur voiture. C'est ça. Et on a vraiment l'impression qu'eux, ils sont complètement hors des radars et que, en effet, le pouvoir ne prend absolument pas la mesure de ça. La mesure de ça, puis surtout, c'est terrible quand même parce que ils travaillent, vraiment, c'est des boulots en général assez pénibles. Et malgré tout, la fin du mois commence le 15 et peut-être même avant. Et ils n'ont pas de perspective d'avenir. Ils se disent, ma vie, ça va être ça et encore. Ça va peut-être s'aggraver. Moralement et physiquement, à vivre, c'est tout à fait terrible. Eugénie Bastier, ça pose la question évidemment du sens du travail. C'est ce qui est dit dans cet extrait qu'on vient d'écouter. Vous savez, moi, je pense qu'on n'est pas dans un pays où les gens ne veulent pas travailler. Enfin, en tout cas, ceux qui travaillent, et souvent durement. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de gens qui travaillent, qu'on ne travaille peut-être pas assez longtemps. Mais les Français qui travaillent, qui sont actifs, qui sont dans le marché du travail, ils travaillent beaucoup et parfois ils ont un sentiment de porter la société sur leurs épaules parce que ce sont eux les actifs qui cotisent, qui se lèvent tous les matins, qui travaillent. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, on ne pense pas assez à eux. Et je pense qu'on paye aujourd'hui les conséquences d'un budget complètement déséquilibré, voté cet automne in extremis. Qui n'est absolument pas juste, qui met en péril. Pourquoi les autres pays peuvent agir sur les prix de l'essence, notamment l'Espagne, notamment l'Italie? Pourquoi pas nous? Parce qu'ils ont des marges budgétaires meilleures que les nôtres. Nous sommes coincés, il faut le dire. Franchement, il faut dire la vérité aux Français. Je pense que les Français sont capables de l'entendre. Nous sommes coincés, nous n'avons pas la possibilité d'agir. Nous avons aujourd'hui une dette qui s'envole. Le premier poste budgétaire de l'État, c'est la dette. Des milliards qui servent à rembourser la dette et pas investir dans l'avenir. C'est absolument dramatique et on a été cigale pendant longtemps et aujourd'hui ce sont les Français les plus fourmis qui payent, c'est-à-dire ceux qui travaillent. Et je trouve ça dramatique. Si on avait eu une politique plus raisonnable, aujourd'hui on aurait des marges de manœuvre pour aider ces gens-là. On ne les a pas aujourd'hui, malheureusement. Catherine Ney. Oui, mais le paradoxe de la situation, c'est d'ailleurs pourquoi ces gens sont aussi malheureux aujourd'hui, alors que la France est l'État-providence en Europe le plus généreux. Où il y a le plus de redistribution. Où il y a le plus de redistribution, où on a le plus donné. Et les gens sont inquiets parce qu'ils doivent sentir, au fond d'eux-mêmes, ceux qui réfléchissent, c'est qu'ils sont un peu au bord d'une faille sismique
et que quelque chose, ça ne va pas pouvoir durer, et que là, on arrive à un moment où on se demande comment réagir. Quand on voit tous ces gens si malheureux, qui travaillent, qui payent presque pour aller travailler, c'est ce que vient de dire ce routier, et qui aime son travail, et on se dit comment l'aider ? Quelle est la solution alors qu'aujourd'hui les caisses sont vides et que l'endettement continue ? Et là, quand il dit tout va péter, ça va péter. La colère, ça va péter, mais ça mène où cette colère, vous voyez ? Et qui a la solution ? Quelle est aujourd'hui ? Et quand on voit qu'il y a autant de candidats à la présidentielle qui disent je m'interroge, je veux bien et tout ça, c'est un moment où il faudrait au contraire que tous ceux qui ont politique et qui ont réfléchi, il y ait une espèce d'alliance nationale, parce que là aujourd'hui avec la crise qui se passe, eh bien tout ce qui vient du pétrole et tous ces produits, ça va durablement augmenter. Et avant que ça revienne à la normale, ça va prendre beaucoup de temps. Que la production Voire ça ne reviendra pas à la normale. Que la production de pétrole dans tout ce qui a été détruit dans les pays du Golfe et tout ça revienne à la normale. Et donc c'est quelque chose, on va vers la récession. Et comment on s'en sort et qui a la solution ? Bien sûr. Oui, mais Eugénie et André je m'adresse à André Vallini, mais le Parti socialiste a une responsabilité en ayant retourné. En ayant appuyé le gouvernement pour qu'il retourne à la retraite à 62 ans, dans un budget absurde, c'est absurde. Tous les autres pays d'Europe ne sont pas à 62 ans. Nous, on promet encore la retraite à 62 ans. On veut retrouver la retraite à 62 ans. Ça nous coûte, je crois, 1,5 milliard par an. Cet argent-là, il aurait pu aller, par exemple, dans l'essence pour soutenir les actifs. On a voulu indexer les retraites sur l'inflation. Ça coûte aussi plusieurs milliards. Pareil, cet argent, on aurait pu le mettre dans les actifs qui aujourd'hui souffrent et ne peuvent pas aller travailler. Donc on fait des choix aussi. Il y a aussi des irresponsables qui font des choix politiques. Et le 6e pays où il y a le plus de jours fériés. Donc, franchement, il y a un moment. Et le plus taxé, le problème plus taxé sur le travail. On part à la retraite très tôt par rapport à le seul pays qui part aussi tôt à la retraite. Et où il y a le plus de taxes sur le travail aussi. Quand votre patron donne 100 €, vous en avez, je crois, 48 en poche. André Vallini, vous avez été mis en cause par Eugénie Bastier, la gauche. J'ai l'habitude. A une responsabilité. Sur le carburant, je pense que hier, le Cornu a annoncé des choses intéressantes sur les grands rouleurs, les routiers notamment, les pêcheurs, les agriculteurs. Donc le gouvernement est quand même conscient du fait qu'il faut faire quelque chose pour ceux qui roulent beaucoup et qui consomment beaucoup de carburant. Sur le plan plus général des travailleurs pauvres, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, les travailleurs pauvres, le problème, on le connaît bien, c'est que les charges sociales sont énormes et que pour un salaire de 100 €, l'employeur doit débourser presque 200 €. Il y en a 100 qui partent dans les cotisations sociales. Donc, le problème est de savoir qu'est-ce qu'on réduit dans la protection sociale. Qu'est-ce qu'on réduit ? Et c'est ça le grand débat de 2027. Et qu'est-ce que les Français acceptent qu'on réduise ? C'est exactement ça, bien sûr. C'est parce que bien sûr. tout le monde dit on va réduire, on va dire. Eh oui. Personne ne veut en réalité. Le pouvoir d'achat, mais personne ne veut renoncer à quoi que ce soit. Non, ni à un jour férié, ni à la protection sociale, ni rien. Après la guerre en Ukraine, l'État a fait un chèque énergie et a fait des chèques essence non discriminés. Ça nous a coûté 8 milliards. J'entendais un chercheur qui disait si on avait investi ces 8 milliards pour acheter, par exemple, 200 000 voitures électriques pour les infirmières libérales, on aurait pu les équiper toutes en voitures électriques. Ça aurait peut-être été un placement plus intelligent parce que les infirmières libérales sont aussi en première ligne aujourd'hui. Elles prennent beaucoup leur voiture. Bien sûr. Et on n'anticipe pas forcément. On réagit toujours à l'événement de façon un peu non organisée plutôt que prévoir l'avenir. Mais parce que le pays est mal géré depuis 40 ans. Oui. Et tous les gouvernements de droite et de gauche sont responsables, co-responsables. Éric Nolot et un autre extrait. Il m'a beaucoup influencé, que j'ai lu quand j'étais adolescent et que j'ai relu depuis, c'est Ravages de Barjavel. Et alors, Ravages de Barjavel, c'est l'écroulement. C'est-à-dire que d'un coup, il n'y a plus d'énergie, etc. On revient au temps primitif. Moi, je me demande si ce n'est pas ce qui va arriver, parce que j'ai l'impression que la France et d'autres pays ne sont pas réformables. C'est-à-dire qu'on attend que vraiment ça soit la catastrophe. Et là, voilà. Donc, l'équivalent de ce qui se passe dans Ravage, ce serait qu'un jour, le FMI débarque en disant, écoutez, là, c'est plus possible. Donc, on va vous expliquer ce qui va se passer. Et là, ça va être beaucoup plus douloureux que de couper ici et là. Ça va être des choses assez terribles. Moi, je pense que ce n'est pas exclu. Parce que, écoutez, jusqu'à quand ça peut durer comme ça ? Vous avez des chiffres de plus en plus négatifs, qui deviennent un peu abstraits d'ailleurs. Quand on vous parle de la dette, c'est tellement de milliards qu'on se dit qu'est-ce que ça représente. C'est astronomique. Et il n'y a pas de prise de conscience, ni parmi les Français, il faut le reconnaître, qui veulent bien qu'on réduise les prestations sociales, sauf celles qui les concernent. Et chez nos gouvernants, on a bien vu, c'était un concours d'irresponsabilité lors du dernier budget. Moi, je me demande si ce n'est pas la catastrophe qui nous gagne. Eugénie, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que je pense extrait. que, par exemple, il y a des aspects de la politique où on a radicalement changé et on va dans le bon sens. Je pense par exemple au nucléaire.
On va célébrer, je ne sais pas le bon mot, mais les 40 ans de la catastrophe de Tchernobyl. Après Tchernobyl, tout le monde voulait arrêter le nucléaire. On va dire. Commémorer. Pardon. C'est plus juste. Tout le monde voulait arrêter le nucléaire. Il y a eu une diabolisation du nucléaire pendant des années. Je crois que plus de 3 quarts des Français voulaient arrêter le nucléaire après Tchernobyl. Aujourd'hui, vous avez 2 tiers des Français qui sont pour le nucléaire. C'est une bataille de l'opinion qui a été gagnée. Après la guerre en Ukraine, les responsables politiques se sont rendus compte qu'ils avaient fait une énorme bêtise en fermant les réacteurs nucléaires. Et on est en train de virer de bord et de retourner vers le nucléaire, vers une énergie propre, décarbonée, abondante. Vous pensez que ça peut arriver pour la dette ou la sécurité sociale? Je pense quand même que les évidences vont finir par surgir. Enfin, en tout cas, je l'espère. Il y a d'autres sujets. Je trouve qu'elles sont têtues. On a quand même su prendre conscience du problème. C'est pareil avec les écrans, c'est pareil avec la baisse du niveau à l'école. On en prend conscience, mais on ne fait rien contre, malheureusement. Sur les écrans, on va interdire les réseaux sociaux. Écoutez, c'est simple. Moi, quand je dis qu'il faut interdire, je me fais traiter de fasciste. Donc les gens veulent que ça continue. Les chiffres qui ont été communiqués, là, c'était d'ailleurs dans le Figaro, c'est pas une baisse de la lecture. C'est un effondrement en l'espace de quelques années. Pas d'une génération sur l'autre, pas d'un siècle sur l'autre. Un effondrement général. Moi, je ne vois pas une prise de conscience. En tout cas, je n'entends pas de décision forte. André Valigny? Non. Sur les réseaux sociaux, je ne suis pas loin d'être un fasciste comme Éric Nolot. Bienvenue. Mais sur le... ça m'a échappé. On va écouter un autre extrait. Vous allez retrouver, on retrouve là Jacqueline Moreau, qui est une des figures originelles du mouvement des Gilets jaunes, parce qu'effectivement là, il y a tous les ferments qui pourraient nous amener évidemment à une explosion sociale. Écoutez cet extrait où elle s'exprime. Jacqueline Moreau est l'un des visages marquants du mouvement des Gilets jaunes créé en 2018. Nous la retrouvons en Bretagne où elle vit au volant de sa voiture. Elle s'apprête à faire le plein, à contre-cœur, face à des prix du carburant toujours plus élevés. Alors là, je m'apprête à aller me faire escroquer. « 1,959 €. J'ai fait un petit calcul. Par rapport à ce que je gagne et à mes dépenses, et moi j'ai vraiment des dépenses incompressibles qui sont au ras des pâquerettes, il me reste 9,70 € par jour. Pour vivre, pour manger, pour réparer la voiture quand il y a besoin. Voilà quoi, 9,70 €. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations bien pires que la mienne. Jacqueline se souvient, la crise des Gilets jaunes et les mobilisations massives qui ont suivi étaient déjà parties du coût du carburant. À l'époque, pourtant, il était inférieur à celui d'aujourd'hui. Déjà, le prix du carburant, il était à 1,50 €. On ne pouvait déjà pas le supporter. Alors imaginez aujourd'hui à 2. C'est pire. Elle nous emmène à Marzan, petit village du Morbihan, où elle a grandi. Je suis de Marzan, j'y tiens. Et Marzan, en fait, est devenu complètement une cité dortoir. Dans le temps, il y avait plein de magasins. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Voilà pour le constat fait par Jacqueline Moreau. Alors oui, ça c'est partout, André Valigny, mais c'est un vrai constat. Dans les petites villes, les centres commerciaux, enfin les centres où il y avait des commerces, sont déserts et maintenant tout le monde va dans les grandes surfaces qui sont à la périphérie. Mais là encore, les gens sont contradictoires. Moi, quand j'étais maire de ma petite ville, de Tullin-Fur, en Isère, on a installé un supermarché, un grand supermarché à la périphérie. Les gens venaient me voir, me disant « Non, monsieur le maire, il ne faut pas faire ça, ça va tuer le commerce de centre-ville. » Et je leur disais « Mais où faites-vous vos courses ?»« Ah ben nous, le samedi, on va à Voiron ou à Grenoble, dans la grande surface. » Je dis « Alors ?» Les gens veulent garder les commerces du centre-ville, mais ils n'y vont plus. Non, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était sur Bayrou, sur le déficit et la dette. Le seul qui, depuis 2012 et peut-être même 2007 a alerté les Français sur la dette et le déficit, c'est Bayrou. Et vous voyez comme il a fini ? Il a fini, c'est-à-dire qu'il a fait un discours et après, ça a été la fuite de Varenne. Parce qu'il pensait, s'il était courageux, il serait resté. Et il aurait essayé de faire voter un budget. Il n'aurait pas engagé sa responsabilité. Mais voilà, il n'aurait pas engagé sa responsabilité. Là, il a voulu partir, en croyant avoir fait le discours de Mendès. D'ailleurs, quand il a parlé de Mendès, je me suis dit, tiens, il partira au bout de 8 mois. C'est ce qu'il a fait. Et en demandant la confiance, c'est qu'il a voulu partir. Donc, moi, je trouve qu'il a raté son coup. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir réapparaître Jacqueline Moreau, parce que c'est vraiment elle qui avait allumé la mèche des Gilets jaunes. Ça a été une des premières figures médiatiques. Elle avait une phrase qui avait... Tout le monde la comprenait, mais où va tout ce pognon ? Qu'est-ce qu'ils font de notre pognon ? Qu'est-ce qu'ils font de notre pognon ? Alors tout le monde comprend cette phrase, et en effet, il y a eu une sorte de ralliement autour de ça, et elle a fédéré quand même tous les mécontentements qui ont donné ce qui est devenu les Gilets jaunes. Mais là, on est beaucoup plus haut qu'au moment où les Gilets jaunes se sont révoltés. Comme une forme de résignation. Oui, c'est ça.
comme si les Français anticipaient que de toute façon la crise leur échappait et qu'elle allait durer longtemps. Et je crois que c'est ce à quoi il faut se préparer. C'est-à-dire que je pense pas que le prix du carburant baisse d'un jour à l'autre, même si le dépôt d'Ormuz est réouvert. Je pense qu'on rentre dans une crise structurelle. Et je pense que c'est l'opportunité, pour le coup, de retrouver notre souveraineté et d'essayer de se débarrasser le plus possible de ces énergies fossiles qui nous lient, en fait. Il y a une raison écologique évidente, mais une raison de souveraineté aussi. C'est une génération avant qu'on se débarrasse du pétrole, du gaz. L'électrification fait des progrès formidables et peut-être que ça ira plus vite qu'on ne croit. Il y a une différence, Laurence et Eugénie, par rapport aux Gilets jaunes. Ce qui avait déclenché les Gilets jaunes, c'est qu'à l'époque, c'est le gouvernement qui avait décidé d'augmenter les taxes. Bien sûr, là, c'est le contexte international. Les Français ne sont pas idiots, ils savent que ça vient de la guerre du Golfe, de la guerre de l'Iran. Et que tous les pays sont impactés. Il y a des tas de pays, d'ailleurs, dont les avions bientôt risquent de ne pas décoller. Ça va complètement changer, y compris pour le tourisme en France. Par exemple, ça va avoir un gros impact. Sur la saison d'été, bien sûr, sur la saison de l'été. On va peut-être rentrer dans une crise structurelle et mondiale. Peut-être comparable à celle de 2008. Enfin, on ne sait pas encore les conséquences, mais certains évoquent effectivement un scénario noir d'une vraie dépression. C'est pour ça que Donald Trump a tout intérêt à ce que ça s'arrête très vite. Il doit aller, je crois, en Chine à la mi-mai. On va en parler dans un instant avec Alain Bauer, mais c'est vrai qu'Éric Nolot, il faut que tout ça cesse assez rapidement. Non, mais il y a des gens qui sont, on l'a bien vu, qui sont à la limite vraiment de basculer dans une forme de pauvreté extrême. En effet, on ne peut que souhaiter que ça s'arrête très vite. Vous vouliez dire un mot, Eugénie Bastier, on change de sujet un instant, de Kamel Daoud, écrivain franco-algérien qui a été condamné hier par l'Algérie à 3 ans de prison et une forte amende, tout simplement pour avoir écrit un roman. Oui, pour avoir écrit un roman. Donc Alger se permet de juger la littérature française. Là, on est vraiment dans un régime autoritaire, totalitaire même, qui effectivement ne condamne même pas Kamel Daoud pour des mots qu'il aurait tenus dans les médias, mais pour de la littérature vraiment. Pour avoir évoqué la guerre civile, le traumatisme de la guerre civile dans son roman. Et donc c'est la marque vraiment d'un régime autoritaire. Et je remarque simplement que je n'ai pas entendu de grandes voix morales de Saint-Germain-des-Prés qui ont pourtant souvent des prétextes à indignation. Ils font beaucoup de tribunes. Ces jours-ci, s'indigner pour effectivement quand l'un des leurs, un écrivain, est pris pour cible. Et donc j'appelle ces grandes consciences à se manifester et à manifester leur indignation dont elles sentent un carburant qui lui n'est pas très cher. Elles ne le feront pas. Et qu'ils ont en abondance. Voilà. Parce qu'il y a une grande différence entre Kamel Daoud et Olivier Nora, c'est que l'un fait des chèques et l'autre pas. Et puis, c'est quand même plus rentable à tout point de vue de critiquer Vincent Bolloré que la dictature algérienne. Oui, c'est beaucoup. Oui. Dans un cas, c'est très dangereux quand c'est la dictature algérienne. Oui, vous avez raison. Les Algériens, surtout Kamel Daoud, rappelle que les islamistes ont fait quand même 200 000 morts algériens. C'est une guerre dans la décennie noire, bien sûr. Et qu'on les a réhabilités, que Bouteflika, d'ailleurs, ils tiennent aujourd'hui ils sont professeurs et ils tiennent des écoles. Et donc, c'est l'enseignement de l'islamisme. Donc, c'est une société qui est quand même à qui les pouvoirs et les militaires ont donné le pouvoir aux islamistes, en tous les cas, tout ce qui est culturel. Et ce sont les islamistes qui ont voulu que la deuxième langue parlée dans le pays, c'est l'anglais, c'est plus le français. C'est plus le français, absolument. Donc, d'ailleurs, il y a eu un salon du livre où la France a été exclue et on ne trouve plus les livres de Kamel Daoud en Algérie. Et on note que Ouelem Sansal, André Valény et Kamel Daoud écrivent en français. Et célèbrent la littérature française aussi. Ce qui n'arrange pas leur cas aux yeux des autorités algériennes. Évidemment. Et ça, je ne savais pas du tout, chère Catherine Ney, que les autorités algériennes avaient laissé les islamistes infiltrer les milieux scolaires et culturels. Absolument. Ah oui, c'est Bouteflika. Oui, bien sûr. Et donc, il y a pour les neutraliser. Pour les neutraliser, pour leur donner quelque chose à faire. Et dans les villages, il y a vraiment des endroits où la population sait très bien qui a tué, fait brûler les enfants et tout ça. Mais il ne faut rien dire. Et ils sont là et ils tiennent Voilà, et il y a une espèce d'équilibre de la terreur dans certains villages et dans certaines villes. Et le silence du monde de la culture et de la littérature sur le cas de Kamel Daoud est quand même extrêmement éloquent. C'est effrayant parce qu'on voit bien que ce sont des pauses, parce que là c'est quelque chose qui ne devrait même pas poser question. Un écrivain qui est condamné pour délit d'opinion à 3 ans de prison, s'il vous plaît, il devrait y avoir mais vraiment une pétition longue comme le bras, il ne bronche pas. Mais quand c'est le petit milieu germano-pratin qui s'émeut d'un changement de direction chez Grasset, alors là, on les voit se rouler. Est-ce qu'il y a des émissions spéciales sur le service public, comme il y en a eu à répétition ? Je ne crois pas. Il y en a eu peut-être une dizaine. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, il y a quelque chose de pourri, non seulement au Royaume du Danemark, mais dans la République des Lettres aussi.